Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire intitulé Prévenir l'absentéisme, un enjeu majeur pour le bien-être des salariés. Et pour m'accompagner ce matin, pour restituer une étude qui a été menée par Ipsos pour PrediLife, Anne. Salut Eh Anne, bien, bonjour Christophe, salut. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme avec ce beau soleil pour parler de l'absentéisme en France. c'est le moment de pas aller bosser, hein. Ouais, bah, on va pas faire ça quand même. On va augmenter les chiffres de l'absentéisme, ce serait dommage. Bon, tu vas nous restituer en fait l'étude que finalement PrediLife mène depuis 3 ans. Ouais, 3 ans. exactement. Et on va Alors, voir un peu les évolutions. mmh. Je vais d'abord te laisser te présenter PrediLife. Exactement. Alors déjà, merci de m'accueillir Christophe, hein, pour ce sujet, qui est, certes très intéressant. Donc nous, on mène depuis 3 ans des études avec l'Ipsos pour savoir on va dire, la légitimité de l'entreprise à se saisir de la santé de ses salariés. Et donc cette troisième étude a été consacrée à l'absentéisme en France et notamment avec un focus particulier sur l'absentéisme de longue durée. Donc nous, en fait, chez PrediLife, on a une mission depuis 20 ans qui est de réduire le nombre de pathologies, donc de maladies graves, par une prévention personnalisée et on a innové, avec des bilans prédictifs qui permettent de prédire la survenance des maladies graves telles que les cancers et les maladies cardiovasculaires dans les 5 à 10 ans à venir. L'objectif, c'est de faire baisser les facteurs de risque et donc de faire en sorte que la maladie ne se développe pas ou alors que si elle se développe, elle soit prise très en amont. Donc pour ça, il y a eu 18 ans de R&D et on commercialise nos bilans depuis à peu près 2 ans auprès des entreprises. Donc on vous accompagne en fait, mesdames et messieurs, avec des bilans de santé et bien-être clés en main. Donc on a 2 bilans prédictifs. Un bilan prédictif multipathologie, donc c'est cancer et maladies cardiovasculaires qui s'adresse aux personnes de plus de 40 ans, hommes et femmes. Un bilan prédictif du cancer du sein qui s'adresse aux femmes de plus de 40 ans. Et puis un bilan de santé tel que vous pouvez le connaître aujourd'hui. Donc c'est le meilleur du bilan de santé traditionnel, plus en fait la partie gestion des facteurs de risque. Donc on fait le point sur son état général et aussi son état de santé mentale, son statut vaccinal et les facteurs de risque. L'objectif aussi, c'est d'adopter en fait les bons réflexes pour faire baisser ces risques et le bilan nutrition. Tout ça est accompagné de packs de communication, puisque sans la communication, en fait, les choses seraient beaucoup moins impactantes. L'objectif, c'est vraiment d'entraîner l'ensemble de l'entreprise sur de la prévention santé, puisqu'on sait en fait que la prévention santé, qu'elle soit mentale ou physique, va faire en sorte en fait de baisser évidemment les arrêts. Vous le savez aussi, hein, quand on investit dans la santé et là je suis bloquée, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas passer les slides. Voilà, bah non, il m'en manque. Quand on investit en fait dans la santé, vous avez plusieurs bénéfices, hein. Vous renforcez le bien-être, l'engagement, vous favorisez l'attractivité. Sur les données de l'enquête, tu veux que j'avance en fait, Christophe? Ou alors sur les données de l'enquête, on a fait comme l'année précédente. On a interviewé donc 1 500 salariés qui ne sont pas les mêmes, hein, ça c'est l'objectif aussi. Ils sont âgés de 18 à 65 ans. Ils sont représentatifs de la population cible, à la fois en sexe, en âge, en région et en CSP et on a fait ça juste avant Noël. On a 3 grands enseignements, donc vous verrez, hein, on va avoir 3 grandes parties. Donc, bah, Christophe va animer aussi ces parties, avec moi. La première chose, c'est de savoir si l'absentéisme, c'est une réalité et oui, évidemment, c'est une réalité tangible, on peut déjà le dire. La deuxième chose, c'est est-ce que l'absentéisme de longue durée, est-ce que ça laisse des cicatrices et quel coût ça a? Et enfin, comment je manage, l'absentéisme et comment est attendue l'entreprise sur ce sujet? Sur l'absentéisme, alors si on remet dans le contexte, ce qu'on peut se dire et là ça c'est pas mes études qui le disent, hein, il y a moult études en fait sur le sujet, hein, je vous laisse regarder. Il y a WTW, Mercer, il y a Heming avec AG2R, enfin il y en a, il y a Malakoff Humanis aussi. Voilà, il y a beaucoup d'études en fait qui sortent chaque année. Ce qu'on voit, c'est que, l'absentéisme, au global est en légère baisse, mais il avait très fortement augmenté pendant le covid. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il n'a pas retrouvé son niveau,
avant Covid. Donc, on est toujours au-delà, en fait, en termes de taux d'absentéisme des années Covid. Par contre, l'absentéisme de longue durée est en forte progression. Donc là, on a un vrai sujet, en fait, à adresser et notamment les entreprises ont un vrai sujet. Donc, si on prend les chiffres, et là, on va prendre la définition de l'absentéisme. Donc, je ne sais pas si Christophe, tu veux intervenir sur la définition Non, mais c'est classique, hein. Ce qui est intéressant par rapport à la suite, c'est que ce qu'on entend par une absence de longue durée, c'est un arrêt de travail d'au moins 3 mois. Voilà, donc et c'est le focus qu'on va faire par la suite. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un phénomène courant puisque quasiment la moitié des salariés ont été absents, hein. C'est 41% des salariés qui estiment qu'ils ont été absents. C'est plutôt des absences de courte durée. Pour autant, 9% des salariés ont été concernés durant l'année 2024 par une absence de plus de 3 mois. Donc, c'est assez significatif et c'est plus significatif chez les non-cadres puisque c'est 11% qui sont concernés par une absence de plus de 3 mois. Si on pose la question aux salariés, donc là, c'est toute population confondue, hein, de 18 en fait à 65 ans, hein, donc la cible, 22% ont été concernés sur l'ensemble de leur carrière par une absence de longue durée. Ce qui est un chiffre en fait qui est très significatif, hein, ce qui veut dire en fait que l'entreprise est impactée, est fortement impactée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les non-cadres, c'est 24% et sur les cadres, c'est 20%. Sur ces 22%, il y en a 10% qui ont une absence de plus de 6 mois. Donc pareil, avec un écart significatif entre les non-cadres et les cadres, puisque c'est 12% pour les non-cadres et 7% pour les cadres. C'est assez énorme, hein, comme chiffre, hein. Ouais, moi je ne m'attendais pas du tout à ces chiffres, hein, parce que 9%, on peut dire, c'est petit en fait sur l'année en cours. Par contre, 22% au cours de ma carrière, alors qu'on sait qu'en fait, il y a une mixité de population, puisqu'en fait, là, on a interviewé vraiment la population représentative en fait, des salariés français. 22%, c'est assez significatif, voire très significatif. Est-ce que les arrêts maternité sont pris en compte dans ces absences? Non. Question de Nathalie. Voilà, donc non, on est vraiment sur des arrêts en fait maladie et qui sont vraiment pas hors arrêt congé maternité. Sur l'année écoulée, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on voulait savoir aussi l'impact en disant voilà, vous l'avez connu à titre personnel, oui ou non, mais est-ce que vous l'avez connu au sein de vos équipes? Puisqu'on a voulu connaître l'impact à titre personnel, donc ça vous le verrez par la suite, mais aussi l'impact que ça procure pour ceux qui l'ont vécu au sein de leurs équipes. Donc un salarié sur trois a été concerné au sein de son équipe par une absence longue. Donc, un de ses collègues a été absent. Donc, c'est beaucoup. Et sur l'ensemble de leur carrière, c'est quasiment 1 sur 2. Donc, c'est 43% qui ont été confrontés à l'absence longue d'au moins un collègue durant leur carrière. Et 27% une absence longue, donc au-delà de 6 mois. Donc, pareil, ce qu'on voit, c'est que c'est une réalité pour l'ensemble des salariés. Donc, si on mixe tout ça, ça veut dire qu'un salarié sur 2 a connu ou a été confronté à une absence de longue durée au cours de sa carrière. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise fait face, notamment sur les absences longue durée, à quelque chose pour lequel il va falloir qu'elle mette en place des actions, déjà qu'elle monitore, mais ça, c'est ce qu'elle fait déjà. Donc, il va falloir qu'elle continue, en tout cas, à mettre en place des campagnes ou des actions pour faire baisser en fait cet absentéisme de longue durée ou cet absentéisme tout court. Et puis un tiers confronté à une absence supérieure à 6 mois quand même. Oui, tout à fait. Le motif, alors je pense qu'on s'en doutait tous, mais le premier motif des absences longue durée, c'est le stress, l'anxiété et le burn-out. Malheureusement, on n'a pas en fait le benchmark par rapport aux années précédentes, mais en tout cas, c'est la première cause d'arrêt d'absence longue durée, donc à 33%. Ce qu'on peut voir, c'est que les cadres sont davantage touchés, puisque c'est 37% chez les cadres, c'est 29% chez les non-cadres. L'hospitalisation, les maladies longue durée, là on parle de maladies type cancer, maladies cardiovasculaires. Et là, on voit que c'est plutôt les non-cadres qui sont plus touchés parce que c'est 24% et ce n'est que 14% chez les non-cadres. Donc là, en fait, aussi, on voit on a une disparité sur les CSP+, et c'est les CSP-. Quand on doit annoncer la maladie à son supérieur hiérarchique, hein, alors moi, très honnêtement, alors je m'attendais à des chiffres plus importants. Maintenant, il reste en fait quand même très représentatif.
ça reste compliqué d'annoncer un arrêt de longue durée. Pour ceux qui l'ont fait, 18% ont trouvé difficile, voire très difficile, d'aborder ce sujet. On verra après pourquoi et les freins qui ont été rencontrés. Et pour les salariés qui n'ont pas été concernés, c'est 14% qui pensent qu'il est difficile, voire très difficile, d'aborder ce sujet. Attends, une question. Est-ce qu'on peut avoir le nombre de jours moyens d'absence pour une année? Alain, non. Vous le retrouverez dans l'étude Deming, par exemple, qui est Ouais. sur MyRHline. Vous avez ces indications pour 2024. Et Nathalie demande ce que c'est un CSP-. Les CSP-, c'est les non-cadres. Exactement, c'est tout ce qui est ouvrier, etc. Étam. Exactement, ouais. Donc si on demande en fait pourquoi c'est difficile d'aborder en fait ce sujet, on l'a classé parce qu'on a eu beaucoup de retours, on l'a classé en 3 grandes catégories. Première chose, c'est un sujet tabou. C'est comme les maladies, hein, quand vous êtes malade, quand vous avez annoncé que vous avez un cancer, malheureusement, c'est encore un sujet tabou. Il y a en fait vraiment une libération de la parole à avoir là-dessus. Pourquoi? Il y a une peur du jugement, il y a la peur des réflexions en fait RH, il y a un sentiment de culpabilité, on le reverra en fait après. La deuxième chose, c'est un manque d'écoute et de compassion du manager. Ça, on a eu beaucoup en fait aussi de retours sur ce Revenir sur sujet. le slide d'avant, Ouais, parce que là, on est sur un arrêt longue durée, donc oui, c'est important de le notifier. Je pense qu'on n'aurait pas eu le même pourcentage sur un arrêt de courte durée. Il aurait peut-être été plus fort ou différent. Ça aurait été, possible. à mon avis, sensiblement différent. Comme tu dis, ce qui est important là par rapport à un sujet tabou, manque d'écoute, de compassion, etc., finalement, on peut comparer ça aux candidats, par exemple, qui n'osent pas dire qu'ils sont en situation de handicap. On est un peu sur la même problématique de sujets tabous, d'acceptation. Qu'est-ce qu'on va en penser? Est-ce qu'on va penser que je suis quelqu'un de faible? Est-ce qu'on va... Ouais. voilà. On rejoint vraiment ce sujet, en fait. Alors tu as raison et en plus, accentué par le fait qu'il y a un gros sentiment de culpabilisation vis-à-vis de l'équipe. Donc ça, c'est important aussi de le signaler, c'est-à-dire que, on le reverra en fait, hein, dans tous les verbatims qui sont remontés, vraiment de la culpabilité. La culpabilité parce que je vais laisser en fait les équipes vraiment dans la mouise, parce que je sais potentiellement que les gens je vais pas être remplacée et donc ils vont être en surcharge, il y aura encore plus de stress et cetera. Donc il y a vraiment voilà, donc non seulement vous êtes malade, vous avez une maladie longue durée, enfin vous êtes arrêté de longue durée, donc vous êtes pas bien, ça veut dire que vous avez une vraie maladie et en plus vous avez ce sentiment de culpabilité. Donc je trouve que c'est voilà, c'est difficile en effet pour la personne, parce que non seulement elle doit gérer sa maladie et en plus elle doit gérer ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de l'entreprise. Ça en dit long sur notre monde du travail en France, quand même. Ouais, c'est pas facile, hein. Donc voilà, manque de compassion, d'écoute du manager avec des verbatims qui sont forts, hein, réaction très négative quand un collègue est en arrêt, donc on sait comment en fait est-ce qu'il réagit et vous verrez en effet, hein, dans ce qui est préconisé par les salariés disent: «Bah, il faut vraiment en fait renforcer l'écoute des managers». Donc il y a vraiment en fait, une formation des managers à ces sujets. Donc pour éviter justement ce type de débordement et justement avoir plus d'écoute. Et puis, il y a aussi le troisième chose, c'est l'impact négatif professionnellement parlant. Ce qui ressort, c'est, bah, j'ai pas de backup, mais aussi j'ai peur en fait d'être licenciée ou je sais qu'en fait mon avancement va être compromis. Je sais que potentiellement j'aurais pas en fait, il y avait des verbatims forts, hein, verbatim qui disaient: «Bah, je sais que j'ai été absente, je n'ai pas eu en fait, le poste qui aurait dû m'être attribué». Donc voilà, donc on a encore un gros sujet, à adresser, là-dessus, pour embarquer en fait les managers, savoir comment réagir en fait et comment accompagner les collaborateurs et vous verrez par la suite que l'absence de longue durée, c'est une cicatrice extrêmement profonde et qu'il y a un vrai rôle en fait pour l'entreprise et le manager de réintégration, des salariés qui ont été en absence de longue durée. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout le même sentiment en fait que les salariés, lambda. Voilà, c'est un impact en fait sur leur morale, sur leur motivation et cetera. Et aujourd'hui, on sait que, bah, c'est une frange de la population qui est assez importante au sein de l'entreprise. Alors, il y a Anaïk qui nous dit l'accompagnement de la ligne managériale et RH est alors importante à la reprise, aider à accueillir cette reprise. Ah bah, on est raccord, hein. On est d'accord, mais Ouais. on prend toujours le problème une fois qu'on l'a en face de soi. Donc, je préfère la question de Nathalie qui nous dit quel type de formation
pour aider les managers finalement à lutter contre l'absentéisme. Ouais, Mais en ouais. fait, ça, c'est une question un peu. Il n'y a pas de formation pour aider les managers à lutter contre l'absentéisme. En fait, c'est votre politique RH, votre politique managériale globale qui va faire que, notamment, on l'a vu au niveau des cadres, vous allez limiter le stress, l'anxiété, etc. On est vraiment dans une problématique de qualité de vie au travail, d'engagement, de fidélisation. Et aujourd'hui, si l'entreprise n'est pas au rendez-vous sur ces sujets, évidemment, le cadre ou le non-cadre d'ailleurs n'hésiteront pas aussi à se mettre en arrêt maladie, hein. Là, on parle d'arrêt de longue durée, mais des gens qui se mettent en arrêt maladie 2, 3 semaines, un mois, tout simplement parce qu'ils en ont marre, il y en a à l'appel aujourd'hui. Tout à fait. Et ça, c'est directement lié au fait que ils ne sont pas bien dans leur basket dans l'entreprise, hein. Ouais, vous le verrez par la suite, hein. On voit que les salariés français, finalement, sont pas très motivés, hein, donc c'est un peu plus loin. Voilà, là, on est directement, en fait, dans le vif du sujet. C'est-à-dire que, aujourd'hui, déjà, quand on leur pose la question: «Est-ce que vous avez le sentiment que votre, vie professionnelle empiète sur votre, vie personnelle?» Il y en a quand même 33% qui disent «oui». Donc en effet, si l'équilibre est rompu, c'est plus compliqué en fait de se sentir bien en fait dans son travail. Et ce qu'on voit par contre, c'est des résultats significativement plus hauts auprès des salariés qui ont connu un arrêt de longue durée. Donc je rappelle, 22% qui ont connu un arrêt de longue durée au cours de leur carrière. Ceux qui ont connu un arrêt de longue durée au cours des 12 derniers mois, c'est 47% qui estiment que c'est la vie professionnelle en fait empiète trop sur leur vie personnelle. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est des gens qui vont se sentir davantage stressés, on va le voir par la suite. Et là, quand on te pose la question aux salariés: «Est-ce que vous vous sentez bien motivé?» Finalement, il y en a que 44%. Les 56% autres manquent de motivation, tous, et ils se sentent en fait stressés, surchargés, et on voit qu'on en a 15% qui se sentent stressés, surchargés, et que cette proportion, en fait, est bien plus importante quand vous avez été absent, parce que c'est 27% au cours des 12 derniers mois pour les absences des 12 derniers mois, et c'est 20% au cours de leur carrière. Donc vous voyez, en fait, on se rend compte là que, en effet, les salariés français, ils sont pas en super méga forme, quoi. Ouais. Il y a une question de Stéphanie qui dit: quel protocole mettre en place pour aider le retour après une longue durée? Bon, déjà, il y a les protocoles. Tout dépend, hein, de quoi on revient déjà. Ouais. Parce qu'en fonction de certaines maladies, ça peut être un protocole déjà qui nécessite un aménagement des conditions de travail, un aménagement même du contrat de travail du collaborateur en diminuant son nombre de jours travaillés, par exemple, avec un retour progressif et une montée en charge très progressive dans le temps. Moi, je l'ai connu, hein, avec une salariée qui était en retour d'un cancer assez grave. On a fait un retour très progressif dans le temps sur 12 mois pour qu'elle revienne à temps plein qu'au bout de 12 mois finalement. Avec des aménagements de ses temps de travail. Mais en fait, un retour suite à une absence de longue durée, donc de 6 mois minimum, ça veut dire finalement ré-onboarder la personne. C'est ce que j'allais dire. Donc il n'y a pas à inventer quoi que ce soit. Pour moi, c'est du bon sens, hein, C'est du là. bon sens. Ouais. C'est un re-onboarding, donc on repasse par une phase de onboarding, parce que bien évidemment, si je suis là en janvier et que je reviens que le 1er juillet, l'entreprise, elle a évolué, elle a changé, j'ai peut-être des nouveaux collègues, des nouveaux process, donc il faut me re-onboarder quasiment intégralement, comme si j'arrivais dans l'entreprise. On ne peut pas Exactement. revenir à son bureau et redevenir opérationnel du jour au lendemain. Voilà, c'est me laisser du temps, se laisser du temps. Donc ça veut dire que voilà, il y a un rôle aussi, en effet, évidemment, un managérial important. Et c'est pareil pour les managers, c'est-à-dire que même quand on est dans le top management, il faut laisser du temps, en fait, de se réapproprier l'entreprise, puisque, en fait, on a aussi changé. Quand on a eu une maladie, et notamment une maladie grave, on a changé. On a remis, en fait, en place des fondamentaux. Le lien à l'entreprise peut être un peu différent. Donc voilà, il y a tout ça, en fait, il faut se réapproprier, en fait, sa vie professionnelle, hein.
On a reposé la question comme l'année dernière, hein. Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous imaginez en fait, est-ce que le stress a augmenté ces 2 dernières années? Donc quand on avait posé la question fin 2023, en fait, ils nous avaient dit à hauteur de 50 oui, ça a augmenté significativement ces 2 dernières années. C'est un peu plus encore, donc 54 disent que le stress a augmenté significativement et alors là, bah, vous voyez, c'est sans aucune commune mesure, hein, pour ceux qui ont connu des arrêts de longue durée au cours des 3 derniers mois. Donc je rappelle, hein, 3 mois minimum en fait d'arrêt. 70 estiment que ça a énormément augmenté et 64. Donc là, c'est les 2 tiers en fait qui se sentent en fait stressés. Ça veut dire qu'ils se sentent stressés. Les principales causes de stress, c'est intéressant aussi pour vous, c'est la surcharge de travail pour, une grosse partie. C'est le manque de reconnaissance qui fait qu'en fait on se sent pas bien. C'est la mauvaise gestion de l'entreprise et un item qui n'était pas là l'année dernière et qui arrive, c'est les problèmes de santé, qu'ils soient en fait de courte durée ou de longue durée. Ce qui est intéressant là de voir, c'est que, au-delà des 3 items là que je viens de citer, pour ceux qui ont eu des absences de longue durée, et bien, il y a, davantage d'inquiétude quant à la structuration des équipes. Puisque quand vous voyez les pourcentages, c'est le turnover dans les équipes. Ils arrivent, ils voient qu'il y a eu du turnover, l'absentéisme dans les équipes, les difficultés de recrutement, voilà et les problèmes de santé évidemment qui remontent, à un niveau qui est plus important, pour ceux qui ont déjà été malades. Ce qui est assez logique, hein, parce que Ouais. 22%, 21%, 18%, 17%, tout ça, c'est lié aux 46% de surcharge de travail. Ouais, C'est ah bah, c'est ça qui se mord la queue, hein. En effet, hein. Alors après, c'est l'impact sur les salariés, quand ils ont été absents. Donc ça, pareil, on est sur les absences de longue durée. Bah, clairement, c'est le moral avant tout. Ensuite, c'est le niveau de stress et la motivation au travail. Pour ceux qui l'ont connu, bah, je vous laisse découvrir les chiffres qui sont encadrés en vert. Bah, c'est d'abord le moral, hein, ça les impacte en fait à hauteur de 70 le niveau de stress à hauteur de 59 et la motivation à hauteur de 62. Alors, Donc il y a c'est Nathalie qui demandait sur le slide d'avant, que mettez-vous derrière la mauvaise gestion de l'entreprise? Bah, c'est le bah, sentiment du salarié, c'est-à-dire que le salarié a l'impression que l'entreprise ne fait pas les bons choix, va pas dans le bon sens, est mal gérée. ouais, c'est l'organisation au global, quoi. Donc voilà, donc on voit que l'impact pour les salariés est important puisque, il y a un impact surtout sur le moral, sur, le niveau de stress et la motivation. Donc il faut impérativement essayer de lutter au maximum sur, l'absentéisme de longue durée parce qu'on voit que c'est un impact en fait majeur et ça va laisser des cicatrices profondes. Bah, Pour et en notre plus, tu as Ouais, l'effet un peu boule de neige, hein, que tu peux avoir. Moi, je l'ai vu dans certaines équipes où tu as une absence de longue durée, donc tu es surchargé, et tu te dis, bon, bah, moi aussi, je vais me mettre en arrêt. ouais, bien Donc, sûr. donc, en fait, le risque, c'est ça, c'est l'effet boule de neige, et il faut vraiment réussir à le contrer de manière très rapide. Il faut presque, quand tu es manager, arriver, quand tu annonces à ton équipe, bah, OK, votre collègue va être absent 6, 7, 8 mois. Il faut presque arriver avec la solution en disant, bah, on va recruter, on va réaménager, parce que sinon, derrière, on a tout de suite ce risque, en fait, que l'équipe, pas Ouais. explose en vol, mais pas loin. Bah, je pense qu'il y a ça, il y a libérer la parole. C'est-à-dire, si en fait le manager n'a pas l'impact en fait immédiat parce qu'il y a ce que le manager voit et il y a aussi, tout un tas de choses que la personne faisait potentiellement en fait en sous-marin ou l'aide qu'elle apportait en fait aux autres. C'est vraiment de libérer la parole pour faire en sorte de dire: «Bah, voilà, sur toi, quel impact ça peut avoir? Comment est-ce que tu envisages les choses?» et cetera. Donc aussi, voilà, voilà, faire en sorte que justement on arrive à recréer ce collectif, imaginer en fait les choses ensemble et être soudés en fait face à cette personne qui va être absente. Donc ça, c'est aussi important, parce que ça va faire en sorte de trouver les bonnes solutions et les solutions adaptées en fait complètement opérationnellement parlant en fait à l'équipe. Alors, il y a des commentaires, hein, évidemment. Anaïk nous dit la durée de l'absence n'est pas toujours connue au départ, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Alors quand ce sont des absences en fait sur des maladies, graves type, cancer, maladie cardiovasculaire, oui, si, vous l'avez, c'est minimum 3 mois. Pour un cancer du sein, c'est souvent en fait, le premier arrêt, il est entre 3 et 6 mois par exemple. Donc on le connaît. Maladie cardiovasculaire aussi, c'est généralement pas un mois. Mais de toute façon, en fait, je pense que, alors et ça n'est pas une obligation du salarié de dire ce qu'il a, hein, bien évidemment. À partir du moment, en fait, où on est déjà dans un arrêt, initial de plus d'un mois, il faut commencer, en fait, à se mettre, voilà, en branle sur imaginer, en fait, l'absence un peu plus longue, pour pouvoir s'organiser, en fait, au mieux. et puis, on me dit. Attends, tac. Il y en a pas mal, je vois.
Cécilia nous dit, et l'équipe a pensé que je voulais remplacer le manager et du coup ils m'en ont voulu, je pensais déjà le remplacer alors qu'il était en arrêt. Nous avons eu un enchaînement de 8 arrêts sur une équipe et 16 personnes Oula, par ouais. prestation que nous avions mis en sanction. Ok. Ouais, bah après c'est une question de... Je connais pas de l'état de l'équipe au départ, mais après c'est une question aussi d'expliquer. Effectivement, si on a un manager qui est parti pour être absent 6 mois, 12 mois, évidemment qu'on va chercher à le remplacer. Ouais, après, en fait, je pense que ça s'explique, hein. Enfin, moi, j'ai été manager avec des très grosses équipes. Ça m'est arrivé. Je pense que voilà, c'est tout est dans l'explication. On dit toujours: «Nul n'est indispensable». Je pense que justement, il ne faut pas qu'il y ait ce sentiment. Ça ne remplacera jamais le manager, en fait, qui est absent. Par contre, en effet, c'est le rôle du manager, en fait, en tout cas du manager encore supérieur, hein, du N+1, de trouver, en fait, le la solution pour que l'entreprise n'en pâtisse pas. Donc je pense qu'après, c'est tout dans les mots, dans la posture, en fait, du N+1 pour que aussi les équipes en dessous aient pas le sentiment que le manager est remplacé ad vitam aeternam. C'est pas l'objectif, hein. Surtout s'il faisait bien son travail. Aucun objectif. C'est un manager temporaire et il faut que ce soit expliqué, comme tel. Il y a une question intéressante d'Emma qui dit, dans notre entreprise, l'absentéisme est concentré sur une seule équipe. Quels sont les leviers pour identifier les causes spécifiques à ce groupe et agir efficacement? Quels outils ou méthodes recommandez-vous pour identifier la cause profonde? C'est une équipe de combien de personnes, Emma? Alors déjà, si c'est concentré sur une seule équipe, il faudrait voir en fait la partie managériale parce que c'est vrai que je ne sais pas s'il y a un manager, mais en tout cas, si c'est pas le manager qui est absent et si c'est plutôt les autres, il faut peut-être voir en fait déjà s'il y a pas, un management toxique. Alors je fais en fait sans savoir, hein, s'il y a pas un management toxique ou à contrario, en fait, quelqu'un dans l'équipe en fait qui peut être toxique. Voilà, savoir en fait si cette équipe a une surcharge de travail, si l'organisation en fait, est adaptée, parce que peut-être en fait que toute l'équipe a une surcharge de travail, ou un problème de reconnaissance au sein de l'entreprise aussi. Voilà, je connais pas très bien, je sais pas dans quel secteur d'activité vous êtes. Christophe, Alors, tu peux 10 compléter, hein. personnes, des secrétaires médicales. Alors, bon, secrétaire médical, on sait par nature souvent que c'est un métier chargé. Oui, où la Il reconnaissance y a est pas forcément, voilà, pas forcément au rendez-vous. il y a plusieurs solutions, hein, il y a plusieurs choses à faire. Bon, il y a le baromètre social classique qui peut être plus ou moins utile. J'irais presque sur un 360. Mmh. Euh, Si on a vraiment une problématique au niveau d'une équipe, alors évidemment fait par un externe, hein, pas un 360 réalisé par l'interne, fait par un consultant ou une entreprise externe pour analyser, recevoir chaque personne et avoir leur ressenti de manière anonyme, hein. Vous êtes sur 10, donc c'est jouable. Voilà. Bon, après, sinon, vous virez tout le monde et vous remplacez, hein. Après, il y a des populations en effet qui sont plus absentes que d'autres. Ça dépend en fait de quoi est composée votre entreprise, parce que c'est vrai que si vous avez une entreprise, voilà, je dis pas que toutes les secrétaires médicales sont absentes, pas du tout, hein, mais c'est vrai que c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être en fait, voilà, une mauvaise ambiance aussi. Ça peut être aussi, voilà, c'est tout ça, c'est à regarder et donc je pense qu'en fait, il faut évaluer tout ça, au sein d'un questionnaire anonyme, hein. Il y a la 360, vous pouvez aussi très bien vous monter en fait un questionnaire complètement anonyme, hein. C'est les RH qui montent un questionnaire, il est envoyé, il est anonyme. Enfin, nous, moi, j'en faisais en fait dans d'autres entreprises, hein. Un SurveyMonkey est anonyme, vous ne savez pas qui répond. Donc, voilà, vous en avez plein d'autres, hein. Il y a SurveyMonkey, il y en a d'autres. Donc, je pense que c'est un 1er début. Après, ça dépend aussi, de l'ambiance au sein de la structure parce que, bah, il faut aussi que les personnes soient enclins à répondre. Parce que si vous envoyez un questionnaire et que personne ne répond, c'est qu'il y a aussi un problème en fait, au sein de la structure au global, quoi. Mm. Alors sur l'impact en fait pour l'entreprise, donc la vision des salariés, bah, ils disent tous qu'évidemment ça va augmenter la charge de travail. On en parlait en fait avant avec Christophe, hein, ça va augmenter le niveau de stress des équipes et ça va baisser la motivation. Donc en fait, voilà, encore une fois, c'est vraiment le chat qui se mord la queue.
On a voulu reboucler par rapport à l'enquête de l'année dernière. On avait fait, en fait, une enquête sur, selon vous, hein, quel va être l'impact, en fait, de l'allongement de la durée du travail? Parce qu'on va tous travailler beaucoup plus longtemps suite à la réforme des retraites. Donc malheureusement, l'absentéisme de longue durée va être une réalité encore plus tangible au sein des entreprises. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais malheureusement, les cancers aujourd'hui commencent à se déclarer de plus en plus tôt. Mais l'âge moyen pour un cancer, c'est aux alentours de 58-60 ans. Donc ça veut dire que, enfin voilà, c'est 60, même c'est 60-62. Comme on va travailler vers 64, voire plus longtemps, forcément l'entreprise va être davantage face à ce type alors je parle de cancer, maladies cardiovasculaires, et cetera. Donc aujourd'hui, c'est 65% des salariés pensent que la retraite va avoir un impact conduisant à une augmentation de l'absentéisme. Évidemment, ça va être le cas, hein, malheureusement. Et ceux qui ont une absence longue, c'est 75%. Donc il va vraiment falloir qu'on fasse de la prévention à tout niveau. Prévention en mettant en place, en fait, une bonne QVCT, prévention, en fait, sur la santé, des salariés. On va le voir, il y a une demande extrêmement forte aujourd'hui des salariés. Vous qui êtes RH, vous payez de plus en plus cher, en fait, des prévoyances, des mutuelles, et cetera. Donc voilà, pour payer aussi moins cher, il faut faire baisser, en fait, la sinistralité. Donc pour faire baisser la sinistralité, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, un bon climat social. Il faut aussi, en fait, une bonne santé des salariés. Et donc, en fait, il y a des actions à mener pour la santé des salariés, que ce soit sur la santé mentale ou sur la santé physique, évidemment. Et vous le savez d'ailleurs, c'est des axes qui vous permettent de négocier vos contrats, hein, avec les assureurs. Si vous arrivez à prouver que vous faites de la prévention, que vous avez des actions de QVCT réellement mises en place dans votre entreprise, c'est des axes qui peuvent vous permettre de négocier. Si vous ne faites rien, vous négocierez rien. Bah oui, parce que de toute façon, en fait, et puis l'intérêt aussi, c'est que si vous rentrez, en fait, dans ce système-là, évidemment, en fait, à moyen terme, ça va se voir de toute façon, hein. À partir du moment où le salarié va davantage prendre soin de sa santé mentale ou de sa santé physique, c'est évident que vous allez avoir, en fait, une baisse de la sinistralité et de l'absentéisme. Donc là, en fait, on va parler de management de l'absentéisme. Donc aujourd'hui, on a posé la question aux salariés de savoir s'il y avait suffisamment d'actions mises en place pour prévenir l'absentéisme. 60% des salariés disent que non. Donc, et 13% estiment qu'il n'y en a aucune au sein de leur structure. Les actions qui sont développées à date au sein de l'entreprise, on va dire qu'elles sont pour la plupart tournées autour du télétravail, de l'aménagement des horaires de travail et de l'amélioration des conditions de travail, ce qui est déjà très bien. Mais en tout cas, 50% des salariés estiment que ce n'est pas suffisamment efficace. En plus, pour l'instant, on est dans un mode un peu hybride, télétravail, on n'a pas de Ouais. recul, mais j'imagine que dans quelques années, on va nous expliquer que le télétravail a augmenté les risques cardiovasculaires, puisque les gens ne bougent plus. Donc finalement, d'un point de vue strictement médical, je ne suis pas certain que ce soit une avancée phénoménale, même si certains vont dire « Ah, j'ai moins de stress en télétravail », ça crée d'autres facteurs. Donc, Alors tu as raison Christophe, hein, il y a des études qui sont sorties, hein. Je vous invite à voir, en fait, à quoi nous allons ressembler en 2050, hein. C'est la fameuse Emma. Je ne sais ça pas fait si vous flipper, l'avez hein. vue, hein. Elle est Ouais. assez magnifique, hein, cette femme. Donc elle a le dos voûté, elle a les yeux rouges, elle a grossi. Et aujourd'hui, il y a déjà des instituts comme Danone, en fait, qui ont déjà sorti des études en disant que quand on est en télétravail, on se nourrit moins bien. C'est bizarre parce on pourrait penser le contraire, mais en tout cas, c'est moins varié et surtout, en fait, on grignote. Donc et en plus, on est sédentaire. Donc clairement, là, il y a aussi un accompagnement des entreprises vis-à-vis des salariés pour donner, en fait, vraiment, les bons réflexes, les bonnes attitudes. Quand on est en télétravail, c'est savoir se déconnecter, savoir faire une pause, se lever, ne pas grignoter, avoir une alimentation équilibrée et éviter en effet la sédentarité. Parce que qui dit sédentarité, vous ne faites même plus les trajets pour aller au bureau. Donc, il faut quand même se donner des instants de pause, pouvoir sortir, aller faire un tour de pâté de maison. Enfin, voilà, ce type de Ah, choses. En fait, un truc simple, c'est que la plupart des gens avant qui allaient au bureau, même s'ils prenaient les transports en commun, faisaient à peu près leurs 5000 pas par jour. ouais, En télétravail, si tu regardes, tu peux être à moins de 1000 pas par jour, en fait. oui. Et ça, déjà, ça fait une énorme différence. Ah oui, bah, bien sûr, bien sûr. Donc, ensuite sur les mesures qui sont attendues par les salariés. Alors ce qu'on voit, c'est que là, ça se tient dans un mouchoir de poche, hein.
Donc là, ils veulent à la fois donc quelque chose qui est autour des conditions de travail ou la prévention de la dégradation de la santé mentale et physique. On voit qu'il y a vraiment les 2 niveaux qui sont attendus. Donc l'amélioration des conditions de travail, 92 avec en fait des choses attendues qui sont réduire la charge de travail et recruter, avoir une meilleure rémunération, plus de flexibilité, des horaires et du télétravail. Sur l'amélioration de la communication et du dialogue entre la direction, les managers et les salariés, on voit la meilleure écoute et communication, de la reconnaissance et de la considération. Ça va en effet être important parce que ça va aussi faciliter, à partir du moment où il y a une meilleure écoute et communication, je pense pareil que là, on crée le cercle virtueux où il n'y a plus de sujets tabous ou moins. On ose et donc en fait, ça facilite aussi tout, hein, l'innovation, ça facilite en fait l'émergence d'une nouvelle culture, ça facilite en fait la motivation, enfin voilà, il y a tout ça en fait qui va en découler. Et puis on voit en fait, il y a la prévention des risques psychosociaux et puis les actions de prévention et ce qui remonte en fait en effet, hein, c'est les bilans de santé et les soutiens psychologiques et aussi l'identification des causes de l'absentéisme. C'est évident en fait que c'est important aussi d'identifier les causes si on arrive à le faire parce que, ça permet en fait, d'avoir des actions complètement ciblées. Vous êtes attendu sur les maladies graves. Il y a 86 des salariés qui estiment que l'entreprise doit jouer un rôle. Donc là, on ne parle plus de légitimité, puisqu'en fait, on leur avait posé la question de légitimité les dernières années. C'était même moins fort. C'était 80 des salariés estiment que l'entreprise est légitime pour lutter contre les maladies graves. Là, c'est 86 des salariés estiment que l'entreprise doit jouer un rôle déterminant dans la prévention de l'absentéisme lié aux maladies graves. Et c'est encore plus vrai pour ceux qui ont connu une absence de longue durée, puisque c'est 91. Ce qui est pas choquant, en fait, dans la Non. logique, hein. Puisqu'en fait, du lundi au vendredi, on va dire la majorité des gens, sont au bureau entre 9 heures et 18 heures. Donc ils consacrent leur temps à l'entreprise. Ce qui fait que bien souvent, ils font pas de prévention parce que faire de la prévention, ça les oblige à poser un congé pour aller faire un scanner. On sait comment ça se passe, hein. Faire un scanner aujourd'hui, c'est une demi-journée à l'hôpital, hein. Chaque examen médical va te prendre une demi-journée. Ouais. Donc, c'est assez logique que l'entreprise, finalement, rende ce temps aux collaborateurs, enfin, tu vois, dans une logique d'organisation pour travailler sur des actions de prévention. Mmh, mmh, mmh. Donc, dans les initiatives qui sont mises en place aujourd'hui pour prendre soin de la santé des salariés, sans pareil, hein, on est sans j'arrive plus à parler, donc c'est pas grave. Ce qu'on voit, c'est que principalement, c'est lié autour de la santé mentale, ce qui est très bien, puisqu'il y a un accompagnement, des salariés en cas de problèmes psychosociaux à hauteur de 37. L'évaluation des risques psychosociaux, on voit qu'il y a une hausse de 3 points par rapport à l'année dernière. La possibilité de réaliser des bilans de santé, alors là, dedans, en fait, il y a votre visite médicale, au centre classique, en fait, avec, la médecine, du travail, ce qui est pas du tout, en fait, un bilan de santé, hein. Donc là, il y a un petit, en fait, malentendu. C'est stable par rapport à l'année dernière. Ce qu'on voit, c'est que 60 des salariés sont satisfaits déjà de ces initiatives. Donc là, on va pouvoir continuer à faire ça et en faire davantage. Je pense que ça, déjà, c'est bien. La légitimité de l'entreprise, on voit elle est légitime sur tous les sujets et notamment, en fait, avec, 2 sujets qui sont en augmentation. La partie stress et maintien de la santé mentale, on voit qu'il y a eu une hausse de 3 points par rapport à l'année d'avant, donc on passe de 86 à 89 et proposer des bilans de santé, pour prévenir les risques de maladies graves, on passe de 75 à 80. Nous, on le voit au quotidien, hein, parce qu'on propose des bilans de santé qui font un état, en fait, de la santé physique et mentale. Il y a une augmentation, en fait, des demandes sur ces sujets et c'est pareil sur la partie bilan prédictif. Donc là, vraiment pour prédire le risque de survenance des maladies graves telles que cancer et maladies cardiovasculaires. Voilà, les entreprises regardent ces sujets. Après, elles ont, des difficultés à aller chercher les budgets. Mais là, en fait, il faut savoir être créatif parce que vous pouvez, vous retourner face à votre organisme de prévoyance, face à l'assureur qui peut aussi débloquer des budgets. Il y a les hauts degrés de solidarité, il y a les comptes de participation. Enfin voilà, il y a aussi votre marque employeur, les budgets marque employeur. Donc il y a plein de budgets que vous pouvez aller chercher pour faire ce type d'action. Si on voit en fait que, la responsabilité, pareil, 83 des salariés estiment que l'entreprise est responsable du bien-être des salariés, c'était 80.
des salariés qui estimaient que l'entreprise était légitime. Donc, on voit en fait que là, il y a un écart significatif et que là, c'est encore plus présent et que l'entreprise est encore plus attendue, puisque là, c'est même plus légitime. Celle-là, vous avez un rôle. Et enfin, 78% des salariés estiment que l'entreprise est responsable de la santé de ses salariés. Donc, je pense que le Covid a vraiment rebattu les cartes parce que vous avez été en première ligne déjà il y a 3 ans et que là, aujourd'hui, c'est un non-sujet pour les salariés. Il y a encore des entreprises qui se posent la question en disant « mais moi, je ne suis pas sûre d'y aller parce que je ne suis pas sûre d'être légitime, je ne sais pas comment ça va être perçu, ça va être très intrusif ». Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment une demande forte des salariés. On voit qu'en fait, tous les salariés souhaitent que l'entreprise se positionne sur ce sujet. 87% des salariés estiment que l'entreprise doit investir davantage dans la santé de ses salariés et 90% pour ceux qui ont connu un arrêt de longue durée. Enfin, on a repris la question qu'on avait depuis 3 ans, puisqu'on avait été surpris la première année de voir en fait que la santé était un des critères en fait d'attractivité et de fidélisation. On s'est dit, on a du mal poser la question et donc on l'a reposée de manière beaucoup plus pointue l'année d'après. On s'est rendu compte que déjà, en critères de choix, c'était dans le top 5, les actions mises en place pour prendre soin de ses salariés, hors mutuelle. On ne parle pas de mutuelle, etc. Et surtout, dans les critères de fidélité, c'est en numéro 3, au même niveau que des choses que vous mettez en place, que sont potentiellement les chèques culture, les tickets restaurants, les chèques pour Noël et ce genre de choses. Et pourtant, ça n'est pas mis en place, puisqu'en fait, on sait que des bilans de santé, il n'y en a pas encore beaucoup qui sont mis en place. Donc, en fait, c'est vraiment une attente forte des salariés. Et on sait que ça a un impact extrêmement significatif, puisque nous, on le mesure, en fait, à la fin de nos actions, sur l'image que le salarié a de l'entreprise, sur sa motivation, sur son engagement, et voilà, sur sa santé en elle-même. Voilà, et à la fin, on a reposé cette question sur est-ce que les bilans prédictifs, selon vous, ça a des bénéfices? Pour 93%, ça permet de se maintenir en bonne santé et d'éviter les éventuels arrêts maladie, ce qui est logique. Ça permet d'augmenter mon sentiment de bien-être et ça permet de renforcer l'attachement à l'entreprise. Voilà, donc après, on est dans le constat et les perspectives. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, et vous le savez mieux que personne, on voit que vous êtes confrontés à l'absentéisme. Aujourd'hui, évidemment, en masse à l'absentéisme en fait, de courte durée. Mais en tout cas, c'est 41% des salariés ont été absents cette année. 22% ont été confrontés à une absence à titre personnel, à une absence de longue durée. Donc, ça veut dire que voilà, il faut vraiment qu'on arrive à baisser l'absence de longue durée qui a augmenté. Je rappelle, l'absentéisme de longue durée a augmenté. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment prévenir ce type d'absence. Et il y a deux façons de faire. Il faut vraiment prendre les sujets. Les absences de courte durée peuvent être résolues et doivent être traitées de manière potentiellement différente des autres. On n'est pas sur les mêmes sujets. Il y a les entreprises, par exemple, qui vont faire des primes de présentéisme. Ça marche pour les absences de courte durée si vraiment c'est la foire d'empoigne et qu'il y a des absences dans des équipes de 3, 4, 5 jours régulièrement. Par contre, pour les absences de longue durée, on est sur un tout autre sujet. Ouais. Donc, il faut vraiment cibler ses actions au niveau de l'absentéisme en fonction du type d'absence. Exactement. On ne peut pas avoir une politique. On a une politique globale de QVCT, mais ensuite, on peut cibler vraiment par type. Je pense qu'au même titre, dans le marketing et la communication, on est dans l'ultra personnalisation, l'ultra ciblage. On est vraiment pareil en fait sur la politique en fait RH. On est dans de la politique en fait où il faut créer une expérience collaborateur. Alors, moi qui viens du marketing depuis de nombreuses années, l'expérience, ça vient de l'expérience client. C'est un sujet en fait qui a commencé en fait à popper il y a à peu près 5-6 ans. C'est pareil en fait au niveau de l'entreprise. Donc là, c'est comment je personnalise, même si je crée en fait un collectif, comment je personnalise l'expérience en fait de chaque collaborateur. Donc en fait, on peut pas faire quelque chose de généraliste par rapport à l'entreprise. Il faut connaître les causes de l'absentéisme. Je vois là quelqu'un dit moi j'ai pas mal d'absences en fait pour congé, pour garde. Oui, en effet, c'est comptabilisé. C'est comptabilisé dans les absences en fait de courte durée, puisqu'en effet, c'était il y avait petite maladie, un type rhume, etc. Il y avait garde d'enfants, il y avait visite médicale, etc. Donc oui, ça on l'a comptabilisé, mais ça c'est dans les absences de courte durée évidemment.
La longue durée, en fait, c'est vraiment ça a été posé comme question. J'ai été absent pendant 3 mois non-stop. C'est vraiment ça la longue durée, hein. C'est pas j'ai cumulé 3 mois d'absence, en fait, au long de l'année. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les absences de longue durée, c'est des cicatrices profondes et qui se referment difficilement. Donc, parce que ça a un impact à la fois sur le salarié et à la fois sur l'entreprise. Sur le salarié, vous l'avez vu, hein, c'est le moral, le niveau de stress, un problème de surcharge de travail et donc la motivation. Sur, en fait, la partie je vois qu'il y a j'ai des petites choses qui ont sauté là dans ma présentation. C'est pour les entreprises, c'est la charge de travail pour ceux qui restent, c'est le stress qui augmente et c'est la baisse de motivation. Donc là, en fait, c'est vraiment là, on arrive dans quelque chose où il faut qu'on arrive à justement à endiguer ce phénomène pour qu'après, en fait, on n'ait pas les absents, en fait, des présents, pour dans le futur. Et enfin, bah, dans le troisième chose, c'est qu'on voit que l'entreprise est attendue sur ces sujets et qu'elle doit vraiment manager l'absentéisme, avec des initiatives qui sont liées à la santé, qui est un levier important et qui est attendu par les collaborateurs. Donc là, en fait, on voit que les collaborateurs estiment que l'entreprise est responsable, qu'elle doit investir davantage, en fait, sur des actions liées à la santé physique et mentale. Et donc, en fait, il faut, parce que c'est aussi un critère, d'attractivité et de fidélisation de vos collaborateurs. Enfin, le fait qu'on va travailler plus longtemps, et ben, les salariés disent que ça va renforcer ce phénomène d'absentéisme et donc il faut mettre en place les actions qui vont bien dès maintenant. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que, bah, il faut qu'on capitalise aujourd'hui sur les actions qui sont mises en place, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été mises en place et notamment liées à la santé mentale. Il faut continuer évidemment, parce que c'est le mal du siècle, mais ça veut dire qu'il faut aussi aller bien au-delà parce qu'il y a la santé physique, et donc aujourd'hui, il y a trop peu d'actions qui sont mises en place sur ces sujets. Il faut renforcer la communication et le dialogue. On a vu que ça, c'était impératif, à la fois pour ceux qui sont là, mais ceux qui vont revenir, parce qu'en fait, on voit qu'aussi, il faut les onboarder, hein, comme dirait Christophe, je pense qu'il faut refaire un onboarding. Il faut aider les managers, en fait, à gérer, en fait, l'absentéisme et gérer, en fait, le retour, en fait, au travail. Il faut optimiser les actions de prévention existantes et en développer des nouvelles. Il faut, bah, accompagner, ça on vient de le dire, mesurer l'efficacité des actions d'entreprise avec des KPI simples. Et puis, voilà, intégrer la prévention des maladies graves dans la politique santé. On voit aujourd'hui que c'est trop peu fait. Et que c'est une demande extrêmement forte des salariés, hein. Pour rappel, c'est 86% qui veulent bénéficier de ce type de dispositif. Donc là, on n'est plus sur un micro-phénomène. On est vraiment sur une vague de fond, enfin une lame de fond qui arrive et quelque chose, une demande qui est non couverte. Donc voilà, tout ça, ça va évidemment, faire en sorte de créer un environnement de travail propice, bah, à la santé et au bien-être des collaborateurs et donc à moyen terme, ça va réduire l'absentéisme et améliorer votre performance. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, on a fait Voilà. le tour de l'horloge. Et en plus, on est à l'heure, non? Ouais, Pile poil. top. Anne, j'ai mis ton lien, hein, vers ton profil LinkedIn si les personnes veulent te contacter en direct. Ouais, tout à fait. Vous avez des Voilà, questions sinon là. vous avez nos mails, si vous avez besoin de renseignements, voilà, on est là aussi pour vous accompagner, juste du conseil, voilà, savoir comment prendre le sujet, même si vous en êtes qu'à la réflexion. On accompagne pas mal les structures, en fait, sur ces sujets, sur, savoir quoi mettre en place en premier, quel type de budget, en fait, il faut, par rapport à la population, par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes vos interrogations. Super, merci beaucoup Anne. Et puis ce Eh ben, webinaire, merci Christophe pour cette invitation et merci à tous, avec hein. plaisir. Vous le retrouverez en replay, sur MyRHline dès demain matin. Eh ben, super. Allez, À très vite. bonne journée à toutes et à tous. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.